Salut à tous, bienvenue de nouveau sur le Jump Seat de Aérobuzz en direct de Friedrichshafen. Nous sommes là pour tout le salon, c'est le Jump Seat Express, le Jump Seat Club, pardon, Jump Seat Express c'est le mardi. Oui, c'est le mardi. C'est normal, il est fatigué parce que ça fait quand même le 4e direct qu'on fait. 4e direct. On fait 12 km à pied par jour sur le salon pour préparer les émissions, tout ça. On fait que marcher. Et alors, voilà. Là, on est avec chez Daher, Nicolas Chabert. On est chez toi ici, Nicolas. Donc, et on t'envie parce que la moquette est épaisse. Hein. Bon, je ne sais pas si la moquette était épaisse, mais bonjour Gilles. Bonjour à toi Jérôme. Et donc, bienvenue. Alors, sur le stand de Rheinland Air Service Daher, voilà. Ici, au salon d'Aéro Friedrichshafen. D'accord. Donc, Rainer, c'est le représentant, le distributeur en Allemagne de Daher. Alors, comme je peux tester un petit peu ton allemand, donc Rheinland Air Service, qui est localisé à Mönchengladbach, qui est juste à côté de Düsseldorf en Allemagne. Donc notre représentant pour l'Autriche et l'Allemagne, et qui aujourd'hui distribue bien sûr plein de beaux avions, mais les plus beaux qu'il distribue, c'est le TBM 960 et le Kodiak 100 et Kodiak 900. Voilà, parce que de l'autre côté du stand, il y a un Honda Jet, mais ils l'ont caché. Hein. Oui, il est juste derrière et on ne le voit pas. Voilà, c'est ça. Donc, le nom de la ville, tu peux le redire Mönchengladbach. Je ne vais pas essayer. Hein. Oui, mais ça, tous les footeux savent ce que c'est que Mönchengladbach. Exactement. Voilà. Donc ici, il y a effectivement de très beaux avions. Donc, alors, il y a le 960, le TBM 960. Alors on a ici, Gilles, comme tu le vois, le TBM 960 qui est notre produit phare chez Daher. C'est l'avion que nous avions annoncé l'année dernière ici à Aéro Friedrichshafen, mais que nous n'avions pas pu présenter puisque nous avions dû faire le choix entre Sun and Fun, où cet avion, j'avais le plaisir de pouvoir l'amener en ferry flight, et donc on n'avait pas le temps de le ramener à Aéro Friedrichshafen. Donc c'est la première présentation du 960. Physique sur le salon. D'accord. Ah oui. Il avait été présenté à eBay. Il est magnifique cet avion. Bien sûr. D'accord, ok. Donc c'est la première ici au salon Aéro de l'aviation générale, le plus grand salon européen d'aviation générale. Alors le 960, c'est un grand saut technologique dans la gamme du TBM. Alors on a effectivement avec le 960 une évolution assez majeure puisque nous avions depuis le début de la série 900 qui, je te le rappelle, c'est 2014, donc ça commence à être presque 10 ans sur le 900. Nous avons fait un certain nombre d'évolutions sur l'avionique, sur les systèmes de sécurité, la performance, l'efficience, mais avec le TBM 960, nous avons pu aller plus loin avec un nouveau moteur qui est le PT6E, qui est donc la nouvelle série des PT6 chez Pratt & Whitney et qui va avoir l'avantage d'introduire pour la première fois sur un turboprop ce qu'on appelle un EPEX, finalement un FADEC, un contrôle électronique du moteur, ce qui est une vraie révolution pour un avion à hélice. Donc c'est aussi un gros progrès du point de vue du pilote parce que ça allège énormément la charge de travail. Alors écoute, oui, il y a bien sûr plein de bénéfices. Alors si on regarde de l'angle du cockpit, celui que regardent nos pilotes, c'est un démarrage qui va être totalement automatique. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur un bouton qui s'appelle Engine Ready et derrière on va lancer le démarreur et toute une séquence qui va être automatisée puisque l'introduction du fuel ne se fait pas de manière manuelle, elle se fait parfaitement par la gestion électronique du moteur, et donc l'ensemble de la conduite moteur se fait non plus par une interface mécanique mais par une interface électronique. Il n'y a plus d'interférence et donc du coup elle est très précise et en plus amène finalement une énorme facilité d'utilisation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Alors attention, on se décale trop là. Il faut vraiment qu'on reste par là. Revenez par là. Voilà, désolé. Voilà. Non, mais vas-y. Il y a des personnes qui commencent à se connecter. Avant que je pose ma question suivante, oui. Est-ce que le chat est déjà actif là? Alors, il y a pas mal de personnes qui commencent à se connecter. Alors, on nous dit déjà, vous n'aviez pas prévu d'avoir une bouteille de bière avec vous à la main. Voilà. C'était un peu le deal pour ce... Mais on va se déplacer après au bar. C'est en 2 temps le club ce soir.
Voilà, mais c'est du vin ici. Hein. Du vin, Oui. c'est du vin, de la bière, mais Oui. bon, comme on respecte C'est un la peu tôt quand tradition même, hein. allemande, Oui, 17h c'est trop tôt, 17h30 est la bonne heure. voilà. D'accord, Donc merci, on a 17h30, pris rendez-vous. 17h30 c'est la bonne heure. Tu peux rassurer le chat. Ouais. Voilà. Pas d'autres questions plus Si, pertinentes? il y a quelqu'un qui dit vous n'êtes plus sur le hall de l'ULM, parce on a parlé ULM ce matin. Donc on passe vraiment de l'ultralight au... On reste dans l'aviation générale, Voilà. donc on ne peut pas dire qu'on C'est est toute rentré l'aviation. dans le super lourd de l'aviation générale. Voilà. On reste dans la même, je dirais, gamme d'audience où on est avec des pilotes passionnés. Et je crois que qu'on soit fan du LM ou fan des TBM, je crois qu'il y a une petite différence avec le portefeuille, mais après sur la passion c'est la même chose. La passion de voler. Exactement. Comment ça vous est venu, Nicolas, la passion de l'aviation justement? La On passion vous de l'a demandé l'aviation, 150 000 c'est une- fois, mais C'est une longue histoire. Oui. Elle est forcément liée à l'Amérique. Étant étudiant, j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit séjour avec un stage à la clé et le bonheur d'avoir mon maître de stage en fait, qui était dans l'industrie de l'imprimerie, avait juste passé son brevet de pilotage et donc il avait un Warrior 2, donc un petit avion 160 chevaux Piper, et il m'emmenait chaque week-end à aller prendre le petit déjeuner dans l'état de Washington, autour de Seattle. ah, oh Et là donc là. quand on est français, jeune et qu'on voit ça, on se dit mais il faut Comment ne absolument pas qu'on fasse ça. Ah, voilà. Il faut absolument apprendre à voler. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré en France. Un très bon ami pour ceux qui sont ici connectés se souviendront peut-être d'un de nos champions d'acrobatique en France, Laurent Barthès, qui est un copain Bien sûr, d'enfance. Et Laurent a été mon premier instructeur, puisqu'il m'a dit, quand je suis allé le voir à l'aéroclub, il m'a dit écoute, tu vois là, tu as un avion, tu t'installes et j'arrive. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes premiers vols avec lui et depuis c'est une aventure que je n'en Qui regrette pas. continue. Et alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait le Ferry Flight, tu avais emmené le 960 à Sun and Fun, hein, c'est ça, l'année dernière. Les Ferry Flight, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que... alors attends, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Ce matin, on m'a dit que mes questions étaient plus longues que les réponses. Donc il faut que je fasse. Promis, je fais attention. Il y a une super pilote qui fait des ferry flights Voilà. pour vous. Hein. Ah bah oui. Je ne sais pas si c'est on peut dire un super pilote. Je crois que Une grande dame quand même. vous savez bien qu'on dit il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes, donc il n'y a pas de bons ferry fly pilots, mais des vieux ferry pilots qui souvent arrêtent avant que ce soit trop tard. Donc effectivement, le ferry est une activité de pilotage qu'on appelle spécifique. Elle obéit à quelques éléments spécifiques de la réglementation d'une part, mais aussi je dirais de bon sens. On est exposé aux éléments un peu plus qu'ailleurs. On est dans des zones qui sont excessivement dépeuplées, donc avec très très peu de moyens. Et donc il y a beaucoup de préparation. C'est comme les essais en vol, beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation et puis beaucoup de précautions. Alors, concrètement, donc les avions, les TBM sont fabriqués à Tarbes, assemblés et livrés à Tarbes, et il faut ensuite les emmener à leurs clients qui pour la plupart sont américains. Les Américains représentent quel pourcentage de la clientèle du TBM? 3 questions en une, donc on va répondre aux 3 questions. Il faut quand même décoder, notre ami Gilles quand même. Bon, On n'arrête alors, pas oui, de lui dire. Hein. Quand même le grand lieu de l'aviation reste les États-Unis. Juste pour information, c'est quand même 20 fois plus que le deuxième pays au monde. Donc avec plus de 200 000 pilotes qui peuvent piloter un TBM, ça reste le premier pays. Donc c'est là où naturellement le TBM va être le plus apprécié. C'est à peu près 75% de nos ventes qui sont faites aux États-Unis. Je parle en moyenne lissée sur plusieurs années. Et donc effectivement, l'excellence française s'exporte. Elle s'exporte bien. Elle part de Tarbes, une région de France qui sait faire des avions depuis plus de 100 ans. Et comme vous le savez, puisqu'on est le plus vieil avionneur du monde encore en activité, on remonte à 1911, eh bien c'est de là que nos avions sont fabriqués, finis, et comme ils sont tout prêts, eh bien ils sont prêts à partir, et nous avons une telle confiance en nos avions
que depuis 30 ans, nous faisons les convoyages avec les clients qui veulent venir avec nous et tout en sécurité. Donc c'est comme ça qu'on amène les avions de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, quelle est la route que vous suivez? La route que l'on prend, Tu as vu que la question était courte, hein, je vous fais remarquer. Très courte. la question est très courte. Alors, c'est le vol typique. On passe, je vous coupe juste, pardon, on passe les 850 abonnés là à l'instant. Ah, 850, ça c'est monte, très ça bien, monte, c'est un ça bon monte. Il Ouais. va falloir arriver à 960. 960, allez, on Voilà. a encore 3 quarts d'heure pour être à 960. Hein. Allez. Alors donc, on part de Tarbes. La première étape se fait toujours dans la partie européenne. Alors, dans notre île préférée qui s'est isolée, elle est ou bien irlandaise pour ceux qui choisissent Glasgow ou bien l'Écosse. Donc on a le choix de prendre une ville du nord de l'Écosse ou bien Wick, qui est la ville la plus haute dans l'Écosse, avant de traverser, qui est la partie peut-être la plus dangereuse, la mer du Nord, et non pas du tout une mer calme, c'est une mer très agitée où les creux sont très importants. Donc le ferry pilot sait que c'est là où il a peut-être le plus de risques. Et on va rejoindre l'Islande avec un choix aussi entre Keflavik, qui est sur la côte ouest, ou bien Reykjavik, qui est la capitale. Ensuite, c'est eh bien, au choix, en fonction des vents. Ça peut être un direct vers le Canada, Goose Bay principalement, ou un arrêt au Groenland. Et là, suivant les vents, suivant les conditions météorologiques, c'est le sud du Groenland, Narsarsuaq, ou bien ça va être Nuuk, donc, ou Sandnestorm, qui sont les aéroports qui sont immédiatement plus au nord. Immédiatement plus au nord, juste pour vous donner une idée, c'est à peu près la distance entre Toulouse et Paris. Donc c'est quand même pas juste à côté, Oui. c'est pas le prochain aéroport est juste Paris pour celui qui habite à Toulouse. Et ensuite on continue vers du Canada, Goose Bay, vers les États-Unis. Et nous, on dédouane à Bangor, dans le Maine, qui est au nord des États-Unis, avant de rejoindre la destination qui est attendue pour le TBM aux États-Unis. On a 2 questions, Nicolas. Donc Fabrice demande comment ça se passe en termes de gestion de carburant pour ces ferry flights. Et bon, ce sont des pseudos, hein. 0KA, salut 0KA, demande à quel niveau de vol se fait une traversée. Alors Fabrice a une très bonne question. On ne se met pas dans des conditions, je dirais, limites. Les legs que l'on prend sont des legs relativement courts. En fait, le plus long fait 680 nautiques. D'accord. On fait entre 600 et 680 nautiques. Donc c'est Le plus long, 400 finalement, km. le plus long, ça va être de faire Tarbes vers l'Écosse ou de faire un leg long aux États-Unis. Mais quand on fait la traversée technique qui est donc nord de l'Écosse jusqu'au Canada, on prend des legs relativement courts. Pourquoi ? Tout simplement par avoir suffisamment de réserve en carburant et surtout être capable de combattre les vents. Sur un TBM, ça paraît pas, mais on est capable de faire la traversée avec des vents qui vont jusqu'à 160 nœuds, ce qui est énorme. Donc 160 nœuds de face. 160 nœuds de face, qui veut dire grosso modo qu'on va rester en l'air pratiquement 5 heures, ce qui est énorme. Donc je vous donne un petit peu la latitude et l'amplitude que l'on doit prendre en compte pour ces ferry flights. Et c'est pour ça qu'on prend des legs relativement courts. Ah ouais. Et le niveau de vol? Mais le niveau de vol, en fait, sur l'Atlantique, il varie. La plupart du temps, on prend le 280, mais sur les portions, par exemple, celle qui va jusqu'à l'Islande et un petit peu après l'Islande, on arrive à encore accrocher des régimes de vol RVSM, puisqu'on est encore maintenant sous protection radar. Et donc là, on peut rester dans l'espace RVSM. Sinon, on se met juste en dessous de l'espace RVSM au niveau de 80. Donc les liners passent au-dessus. Hein. Alors les liners passent au-dessus, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, donc, ils vont être entre 310 et 350. Et donc c'est là aussi un des challenges, je dirais, opératoires du convoyage, c'est de pouvoir passer à des heures où la gestion du trafic est encore manuelle. Hein. On travaille avec des espacements qui sont relativement longs, de 5 à 10 minutes, suivant la zone qui va être plus ou moins éloignée. Et là, on est quelquefois contraint à devoir descendre dans des altitudes plus basses. Moi, j'ai fait des convoyages à 16 000 pieds parce qu'il n'y avait pas la possibilité de monter dans l'espace supérieur. Donc là, il faut être capable d'avoir le fuel aussi pour faire cette traversée. Combien de temps prend la traversée en moyenne? La moyenne de la traversée alors si on prend le complet, c'est-à-dire Tarbes vers Miami, c'est une vingtaine d'heures de vol. Et on va dire que la traversée elle-même, c'est une douzaine d'heures de vol. Ah oui. D'accord, qui est répartie sur 2 jours?
Alors ça dépend du convoyeur encore une fois, c'est souvent réparti sur une nuit et après une très grosse journée. Mais il a une obligation d'arrêt, le convoyeur, quand même, le pilote ou la pilote. C'est un convoyage, donc on est dans un Ah ouais. régime de vol un peu spécifique, c'est-à-dire que Il peut dormir en les vol. règlements de sécurité Ou elle. doivent être recherchés par le pilote convoyeur et il ne transporte pas de passagers, il n'a pas le droit de prendre de passagers. Ah oui, mais quand il peut y avoir deux pilotes, je veux dire. Et l'un Alors, peut ça, se reposer. c'est ce qu'on appelle un équipage capable. Donc Voilà, cet d'accord, équipage ouais, ouais. compétent, ce n'est pas des passagers. Ce sont des. Alors la réglementation appelle le strict minimum necessary crew. Ok. Yeah. Donc on ne peut pas. Normalement, on devrait dire le TBM c'est 1, mais la sécurité dit aussi que ça peut être 2. 3, c'est pas tout à fait le même niveau. Donc les passagers ne sont pas entre guillemets pris en compte dans nos convoyages à nous. Et donc du coup, on s'assure que cette sécurité soit faite dans ces conditions. Donc le convoyeur a un peu de flexibilité sur l'amplitude horaire qu'il utilise. Vous avez un souvenir particulier vous en avez fait des vols ferrés. Alors, un qui sort du lot peut-être. Oui, j'en ai un qui est assez particulier. C'est j'étais avec un journaliste du magazine AOPA et j'étais avec Tom qui traversait l'Atlantique avec moi. Et Tom écrivait beaucoup d'articles sur la météo et il avait fait un certain nombre de cours à l'université, surtout à Washington, où il avait appris plein de choses. Et on se retrouve à Reykjavik, à devoir prendre une décision, est-ce qu'on part vers Narsarsuaq ou pas? Et il y avait un régime qui est assez tendu de mauvais temps qui venait du nord-est à Narsarsuaq. Et ça, c'est un régime plutôt qui amène des vagues de neige, en fait, donc de mauvais temps. Bien froid. Et il y avait donc une ouverture que j'avais estimée qui me permettait d'aller jusqu'à Narsarsuaq. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut y aller? Et lui, il m'a dit, écoute, franchement, je ne veux même pas me prononcer, je suis incapable de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous sommes partis, nous avons atterri à Narsarsuaq, le temps de faire le fuel, de reposer le plan de vol, de décoller, et là on a vu arriver la bande de neige qui arrivait et qui a mis QGO, l'aéroport de Narsarsuaq. Donc encore une fois, il y a besoin de faire une analyse assez fine, et il faut aussi avoir un petit peu de chance aussi. Bien sûr. Tu fais combien de traversées par an, de convoyages? Moi, je fais peu de traversées, j'en fais une à 2. Donc, j'essaie de maintenir un peu la compétence. J'en ai 32, je crois, en tout. Alors, je suis très très loin du record de Margrethe Waltz, qui en a fait plus de 920, ce qui est, je crois, le record absolu dans le monde. Et Margrethe, on a fait 2 convoyages ensemble parce que je voulais absolument vivre l'expérience que beaucoup de nos clients considèrent comme étant extraordinaire. Et j'avoue qu'il n'y a pas le temps de prendre un magazine. Donc, excuse-moi, je ne peux pas lire Aviasport avec tes rubriques. Parce que tout ce qu'elle va te raconter au cours des 15-20 heures de vol est fascinant. Et effectivement, j'ai pu vivre de moi-même ce que nos clients m'ont raconté. C'est une expérience extraordinaire de vivre ça avec Margrethe. Elle dit chaque année qu'elle va arrêter, qu'elle va raccrocher. Là, vous avez un peu Elle va arrêter. Là, ça y est, elle commence à... Je pense que c'est la raison, à un moment donné, doit leur emporter, mais c'est très dur. C'est très dur de dire il faut raccrocher le bouson. Ouais. Je ne connais pas beaucoup d'aviateurs qui le font, je dirais, d'un geste volontaire. Facilement. Ouais. Alors sur le chat, si vous avez des questions, allez-y. Alors bon, donc moi je rappelle qu'on est avec Nicolas Chabert, le directeur de la division avion chez Daher, et on est sur le stand de Daher à Friedrichshafen, avec derrière nous donc le TBM 960 qui fait sa première présentation en Europe sur le salon de Friedrichshafen, et puis le Kodiak. Alors c'est le Kodiak 100, mais l'actualité c'est le Kodiak en ce moment. L'actualité et le Kodiak. Je le montre un petit peu en même temps. Il y a deux actualités. Nous avons revisité la gamme Kodiak. Alors, comme un certain nombre de ça vaut peut-être le coup de rappeler que si vous êtes le constructeur historique du Kodiak, du TBM, en revanche pour le Kodiak c'est différent. Ah ben non, c'est pas différent. Nous sommes comme toute société qui acquiert les droits, on devient propriétaire et on devient le père de l'activité. Et donc on a effectivement à notre actif
sur l'activité Kodiak, qui est une société que Daher a rachetée il y a 3 ans. Une société américaine. Une société américaine qui est basée à Sandpoint dans l'Idaho, qui est donc au nord-ouest des États-Unis. Pour ceux qui ne se situent pas très bien, c'est un petit peu à l'est de Seattle, dans l'État de Washington. Donc un petit coin extraordinaire de l'Idaho, et qui donc avait construit le Kodiak, avait conçu et construit le Kodiak 100. Et donc nous avons... le Kodiak 100, c'est quand même un avion qui a été construit sur un cahier des charges bien particulier. Alors le Kodiak 100, c'est une idée de Tom Hamilton qui a été rejoint par un certain nombre de passionnés qui ont adhéré à son idée, qui était à la base une idée assez, je dirais, dénuée d'intérêt, puisque son but c'était de pouvoir avoir un avion qui soit un remplacement direct du Cessna 206 et amener la fiabilité de la turbine à un avion de brousse tout terrain pour des missions humanitaires. Donc leur projet était très tourné sur une idée très vertueuse, et donc malheureusement à un moment donné la réalité économique fait que ça n'a pas trop bien fonctionné, donc la société est passée par un certain nombre de bas et de hauts, et dernièrement on a pu se positionner pour faire la reprise de l'activité, ce que nous avons fait il y a 3 ans. Et donc pour nous, il était important d'élargir notre gamme d'avions avec une offre qui soit totalement différenciée de la haute vitesse, la haute performance et l'efficience que représente le TBM 960, et reprendre donc un avion plus utilitaire. Et on avait clairement l'ambition de pouvoir, alors à la base, prendre un peu un projet qui avait commencé, mais on a dû remettre un petit peu le cahier des charges à jour, qui nous a donné la naissance l'année dernière du Kodiak 900, qui est donc le plus gros bébé de la gamme. Alors il y a des questions justement, pardon, sur les gammes. Masso67 nous dit on a le 930 sur Microsoft Flight Simulator qu'on connaît bien maintenant. Quelle différence avec le 960 déjà? Alors c'est une bonne question. 930, 960. Alors 930, c'est finalement la base qui a permis de créer plus tard le 960. Donc qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence fondamentale entre le 930 et le 960 ? La base commune, c'est la même avionique. C'est donc une suite avionique Garmin G3000 qui, entre 930 et 960, va avoir un certain nombre de fonctions supplémentaires. Celle qui est la plus populaire aujourd'hui, c'est la capacité de faire un atterrissage d'urgence automatique. C'est-à-dire, en fait, c'est quand même un drone. C'est-à-dire, on appuie sur un bouton et la machine arrive à atterrir toute seule en faisant toutes les actions vitales toute seule. Qu'est-ce que sont les actions vitales? Sortir le train, sortir les volets, atterrir, couper le moteur. C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est une des grosses évolutions qu'il y avait sur la machine. Il y avait aussi un certain nombre d'autres fonctions, comme la manette de puissance automatique, donc ce qu'on appelle Auto Throttle. Et la différence supplémentaire, c'est le moteur lui-même qui a pris le virage de la digitalisation, puisque le 960 est le dernier né de la gamme de Pratt & Whitney PT6E. Et autre question de Alfred, est-ce qu'avec l'arrivée du Kodiak 900, le 100 restera en production? Absolument. Absolument Alfred. Absolument Fred, c'est une bonne question aussi. Ce sont deux avions qui sont très différents. Vous avez un gros bébé qui est le Kodiak 900 qui va être de la taille d'un King Air 350. Il faut quand même s'imaginer, c'est une cabine double club qui peut en densité aller, c'est un des projets, mettre jusqu'à 12 passagers. Donc c'est quand même une grosse cabine. Alors que le Kodiak 100, c'est un véhicule qui est plus petit et qui a toutes les particularités de la versatilité. Donc c'est d'ailleurs un avion qu'on va pouvoir amener sur des terrains encore plus extrêmes, c'est-à-dire tout ce qui va être des pistes non préparées de montagne, dans des coins extrêmement isolés. Alors ça peut être en Europe, mais c'est aussi aux États-Unis. On va faire du stall. Et derrière, et ça peut être en Guinée, donc dans des parties du monde qui sont très retirées. Et c'est surtout une plateforme le Kodiak 100, qui permet de le mettre sur flotteur. Et il faut savoir que c'est le seul produit qui permet de faire un passage de ce qu'on appelle on wheels sur on float, donc avec des roues vers des flotteurs en une seule journée. Donc en fait, pour le client, c'est un énorme avantage de pouvoir aller faire
de l'hydravion plaisir à l'été Alfred. et de passer sur roue pour l'hiver. Et au Bourget, on va le voir? Ah bien sûr, Voilà. on sera au Bourget et vous aurez aussi au Bourget la future, parce qu'il faut parler bien sûr du futur, avec notre démonstrateur Ecopuls. Je te relance, mon cher ami. Et oui, donc, et alors, qu'est-ce que les Copulse? Donc c'est un grand projet avec des partenaires prestigieux qui sont donc Safran et Airbus. Et donc là, c'est sur une base de TBM, mais avec plein de moteurs. Alors ça, je crois que c'est très important. Ecopuls, c'est un démonstrateur, ce n'est pas un produit. Donc même si ça ressemble un peu à quelque chose qu'on connaît, ça n'a en fait rien à voir. Pourquoi? Parce qu'avec Airbus et Safran, nous avons souhaité, grâce au soutien de l'État français et notamment du CORAC, qui est donc le comité de la recherche d'aviation civile, qui nous permet de faire des recherches en tant que constructeur et de nous allier autour de programmes, nous avons pu regarder trois choses, et je crois que c'est important de le dire. La première chose, c'est que tout le monde est bien centré sur la propulsion. Donc aujourd'hui, nous avons une propulsion thermique et on recherche une propulsion électrique. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que nous avons un axe qui va être le stockage d'énergie. Le stockage d'énergie, c'est mettre du pétrole dans des ailes, mais c'est aussi mettre des batteries. Ça, c'est du stockage d'énergie. Et le troisième axe qui nous intéresse, c'est la distribution de cette énergie. Donc ça peut être des tuyaux pour pouvoir faire passer le fuel ou bien des grosses lignes électriques pour faire passer l'électricité. Donc ces éléments-là sont testés sur une seule machine qui est un démonstrateur. Alors, je me permets d'interrompre. Je ne sais pas si tu avais une question. Oh, j'en ai plein d'autres, mais vas-y. Mes questions sont trop longues. On est sur Twitch en direct. On a plein de personnes qui nous regardent. Et ils sont de plus en plus nombreux à nous demander d'aller voir les avions de plus près. Est-ce qu'on peut y aller? Ça serait quand même sympa. Puis on revient très vite. On fait ça en 5 minutes. Allez, en 5 on minutes. fait un tour des avions pour vous. Hein? Et puis Alors, après, regardez. on te libère parce que je sais que tu as un emploi du temps On fait chargé. un petit imprévu de 5 minutes là. Voilà, on va inverser la machine. Regardez. Tac, c'est parti. Voilà, donc on va faire un petit tour. Voilà. Ici, Alors je vais juste inverser la lumière. L'avant du TBM 960. Et je pense que ce qui va intéresser nos viewers, comme on dit, eh c'est de voir aussi ce qu'il y a dans ce capot. On va ouvrir la partie compartiment moteur, ce qui permet de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors là, c'est une exclusivité sur Twitch. Hein. Voilà, on donc vous ouvre le capot en direct. Comme vous voyez, c'est à la fois très simple, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, c'est à la fois très simple puisque une turbine, comme vous le savez tous, chers viewers, que la différence entre un réacteur, ce qu'on appelle un réacteur, et un turboprop, c'est qu'il n'y en a pas. Il y en a un qui a une hélice carénée, ça s'appelle un turbofan, et celui qui a une hélice ouverte, ça s'appelle un turboprop. Donc la technologie qui va faire marcher donc, cette hélice est la même que vous allez trouver sur la 320. Donc vous avez ici le PT6. Ils sont contents sur le chat. Hein. PT6E de Pratt & Whitney. Et donc là vous avez toute la partie où on voit les éléments de pressurisation qui sont les tuyaux que vous voyez ici. Vous avez les éléments électriques avec les génératrices et sa génératrice stand-by. Mais ce qui va être intéressant, c'est de faire le tour de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir voir au passage l'hélice 5 pales qui est fournie par Hartzell Propeller aux États-Unis. On va aller voir la partie électronique de ce moteur. Donc, on va continuer le tour. Pardon, messieurs. We are live, sorry. Donc, si j'ouvre donc cette partie droite de l'avion, on va aller voir justement ce qui est vraiment la différence avec les autres PT6A de la famille Pratt & Whitney. Donc en fait, comme on voit ici, il n'y a plus de contrôle moteur qui est extérieur, hein, qui s'appelait un Fuel Control Unit, de FCU. Et là, vous allez donc retrouver des gros wiring, donc des gros câbles électriques qui vont prendre l'ensemble des informations. Et pour des raisons de sécurité, c'est derrière la cloison pare-feu qui est ici qu'on va loger le boîtier de contrôle électronique qui s'appelle Apex. Et donc, si on regarde ici, il faut aller un petit peu plus bas. Là. On va tenter d'aller voir ici, donc à peu près à ce niveau-là. Vous allez voir que à ce niveau-là, vous avez des gros câbles. Est-ce qu'on arrive à le voir là? Voilà, on y est presque. En regardant là, vous voyez ces deux
ces deux prises électriques très fortes, eh bien, c'est tout ce qui se passe pour le contrôle du moteur, c'est que tout devient résident dans le moteur, et donc l'introduction du fuel se fait par les systèmes électroniques qui sont pilotés par ces câbles, et tout se fait à l'intérieur du moteur, il n'y a plus rien d'extérieur, ce qui est quand même assez fabuleux. Donc on a une intégration qui est très évoluée, et on est avec des systèmes qui sont très éprouvés, puisque le FADEC a été introduit sur des machines militaires, comme vous le savez, le PC-9, le PC-21, qu'utilise l'armée française. Donc on va retrouver finalement des composants qui sont excessivement éprouvés, puisque pour nous, la sécurité étant le numéro 1, il était hors de question d'avoir un moteur qui baisse en fiabilité par rapport à ce que nous avons pu faire avec les 1000 précédentes TBM avant que nous introduisions le TBM 960. Superbe. Alors maintenant, on va passer à... Est-ce qu'on peut voir un bout de cabine ou de cockpit du Kodiak? On va Voilà. longer la cabine du Kodiak On va passer... 100 et on va passer directement sur On va aller devant la partie intérieure. Voilà. Si on va arriver à faire... Pardon, sorry. Alors il y a un petit peu de monde. Voilà, regardez, il y a du monde hein, sur le stand. On se faufile, on s'incruste un petit peu quand même là. Alors, je pense que ce qui est intéressant, Bonjour. c'est que tu ailles... Jérôme, si tu veux, Pardon, tu vas je essayer me disperse. de monter dans le cockpit parce que nos viewers sont intéressés pour que tu vois ça, donc on va te tenir la caméra. Ah, Voilà. alors là Donc, c'est tu exclusif montes. là. Donc, tu montes, regardez, Jérôme est en train de faire l'exercice de monter. C'est Nicolas qui filme. Il est en train de faire l'exercice comme un pilote de Bush, C'est un magnifique. Bush pilot. Et ça y est, Je vais faire il est des envieux parti. là. Il est parti. Tu vas régler ton siège ici en avançant. Vas-y, voilà, c'est parti. Et regardez, Ah, voilà. je peux atteindre les palonniers, ça c'est rassurant. c'est Donc magnifique. voilà, c'est extraordinaire. Vous avez en direct le live. Je propose que Nicolas devienne chroniqueur de Jump Seat. Parce que Et alors, C'est quelle est super. l'avionique sur Alors, donc, je pense que c'est intéressant pour je vais Jérôme, montrer, pour voilà, faire voilà. un petit zoom sur l'ensemble des éléments. Donc là, on est avec une avionique qui est plutôt celle de première génération. On n'est pas sur une machine qui est très sophistiquée. Le Kodiak, c'est un avion qui va être amené à être dans des zones plutôt sommaires. Donc vous avez ici sur cet avion le G1000, qui est une très belle plateforme avionique, qui est présentée ici dans sa version 3 écrans. Nous avons la possibilité de faire une réversion entre les deux parties du cockpit, puisque vous avez donc deux modes de pilotage avec la place gauche et la place droite, où vous allez retrouver l'ensemble des instruments qui servent vraiment de backup, hein, donc de secours, et à tout moment, on peut utiliser la réversion des écrans. Vous avez sur cet avion le digivrage qui se fait par le système TKS, donc ce qu'on appelle le wet icing, de-icing system. Donc on a un digivrage mouillé avec du glycol et qui nous permet aussi de pouvoir opérer l'avion dans des conditions IMC givrantes particulièrement intéressantes quand on fait des convoyages avec un avion comme celui-là pour qu'il puisse rejoindre son théâtre d'opération. Et vous avez donc une machine qui va rester avec, comme vous pouvez voir, l'accès aux commandes qui est excessivement simple. Donc un avion qui est vraiment fait pour le travail aérien et pour le travail de mission. Mais alors, est-ce que c'est pas un avion un peu trop sophistiqué pour être un avion de brousse? Alors, je pense que si vous interrogez nos amis d'Aviation Sans Frontières, vous verrez que la sécurité étant quand même un des critères importants, l'ONU, Médecins Sans Frontières, les associations non caritatives qui aujourd'hui ne peuvent plus se permettre. Attends, on va aider. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouais, Ça non, va aller. va pas aller. On aurait bien aimé voir en direct le crash de Jérôme. Le crash de Jérôme, attention, c'est hop, ça y est, Jérôme est là. Purée, j'ai sous-estimé la hauteur. Merci. Et donc, on peut peut-être finir par Donc, la... je disais qu'Aviation Sans Frontières, je dirais que nous avons passé le temps où humanitaire voulait dire on part avec un avion, la fleur au fusil, avec simplement la boussole et une radio. Ça marche plus ça. Aujourd'hui, il faut être capable de faire des missions qui peuvent être compliquées.
même si on est en Afrique, paradoxalement, l'IMC existe, hein, ça s'appelle les tempêtes de sable. Donc on est obligé de voler avec des conditions de visibilité réduites. Et donc il faut une machine qui soit relativement bien équipée. Et c'est quand même un minimum d'avoir du G1000 sur ce type de machine. Pour comparer, allez voir le TBM. Alors voilà, donc là vous avez le cockpit du TBM avec donc une personne du salon qui vient de sortir, et donc là eh ben, on va faire la même chose, la même opération, on va voir si l'exercice est le même. Donc Jérôme, Allez, c'est parti. C'est toi qui es parti, tu peux t'accrocher là où tu veux. Hop. Tu montes sur, voilà, super. Ah oui. Ne casse pas, ne casse pas, Pardon. ne casse pas. Et là vous avez effectivement alors une... Magnifique. Là, il va falloir qu'on mette... Je vais le montrer. On va brancher, donc on va mettre ça en route. Une petite seconde, je vais te rejoindre. Tout est en train de tomber sur le téléphone. Tout. Alors nous sommes toujours en direct sur Jumpseat. Hein. Donc là, vous pas allez de panique. avoir l'avionique qui démarre. Et donc, comme vous Ah, voyez, super. une avionique et Je vais un même panneau mettre. qui Je se vais présente. éteindre. Voilà. Un panneau qui se présente de manière assez différente. C'est l'avionique G3000 de Garmin qui a l'avantage d'avoir deux panneaux de contrôle qui sont des vrais écrans tactiles. Et donc, on va retrouver donc, une avionique beaucoup plus complexe qui permet d'envisager donc des vols IFR haute altitude. Ah, c'est magnifique. Avec cet avion. Et puis, si tu vois le petit bouton magique. qui Ah, le s'appelle fameux Home Safe. Donc ça, on c'est appuie. ce que nos passagers demandent en premier. Ils disent où est-ce que le petit bouton orange. C'est quand on appuie longuement là-dessus, c'est lui qui va ramener l'avion à la destination la plus Ça, c'est quand même accessible incroyable. et de manière totalement automatique. Voilà. Si vous avez des questions sur le chat, profitez-en. Hein, pour Nicolas. Donc, Ouais. comme c'est Jérôme qui fait tout, Alors, tu vois ici, là, tu peux faire un petit zoom sur voilà. la différence entre le Kodiak qui avait des manettes plus classiques quand même. Hein. classiques. Là, on dirait Là, vous vraiment avez, là, en fait, ici, une poignée d'une voiture, quoi. C'est un rhéostat, il n'y a pas de résistance, c'est électronique. Je confirme. Tu as le chat, je vais prendre le relais. Ah oui, oui, oui. Alors, voilà, pardon, j'avais gardé ton téléphone, Gilles, pardon. Nous sommes en direct. Manifestez-vous sur le chat, Alors, posez vos questions. Nicolas, un grand merci en tout cas hein, de nous faire ce cadeau en direct là. C'est superbe. Alors oui, Quelle on parle belle machine. du prix évidemment. Ah oui, alors effectivement, le prix. Oui. Alors, ouais, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va coincer un petit moment. Le TBM 960 est aujourd'hui vendu 4 997 donc presque 5 millions de dollars, alors que le Kodiak 900 est un avion qui est à un petit peu en dessous de 3,5 millions de dollars. Voilà. Alors tu vas peut-être montrer, Jérôme, le petit bouton magique qui fait que il n'y a plus autre chose que celui-là. Donc dès qu'on pousse ce bouton vers le haut, on va avoir ce qu'on appelle un engine ready. Là, vous avez ici marqué engine off. Oui. Donc si on poussait ce petit bouton en haut, eh bien l'afficheur va se retourner vers engine ready. Oui. Et là, il n'y a plus qu'à mettre le starter en route et la mise tout en se route. passe tout seul. Et là, il pourrait se démarrer tout seul. Ah Donc, oui. On va faire attention. En totale autonomie là. En totale autonomie. Donc on va quand même s'assurer de couper l'électricité avant de ressortir du cockpit. Et en termes de pilotage, comme on est par rapport au Kodiak, qu'est-ce qu'il y a dans les sensations Le pilotage de ces avions, c'est un pilotage qui va satisfaire le pilote. Ce sont des avions qui ont des commandes, ce qu'on appelle des commandes directes. Donc ce sont des avions qui sont excessivement, je dirais, avec des comportements qui sont beaucoup plus directs dans les commandes. Donc vous allez retrouver des sensations, c'est pas forcément sensible, c'est-à-dire qu'en fait quand vous voulez une manœuvre, il va afficher cette manœuvre, et ce sont des avions qui ont une très bonne stabilité, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez installé dans un virage, ils vont rester dans ce virage de manière stable, et c'est ce qui fait la particularité à la fois du TBM mais aussi du Kodiak, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'applications comme la surveillance de feu, où les gens sont obligés de faire des orbites
pendant des heures. Et c'est un avion qui est très très sécurite parce qu'il ne va pas bouger dans sa trajectoire, même quand il est en virage assez prononcé. Ah, c'est bon, d'accord. Superbe, merci beaucoup Alors, on a Nicolas. des questions sur les performances de ces machines. Vous présentez le TBM comme l'avion le plus rapide des turboprops. Alors, hop, Alors, question du chat. Le TBM 960, c'est un avion qui Merci Gilles. est capable d'une vitesse maximum de 330 nœuds. Donc on est à un peu plus de 600 km/h, 615 km/h. C'est donc un avion qui est dans une catégorie de jet. Et donc du coup, effectivement, le TBM ne se compare pas trop avec les autres turboprops qui sont offerts sur le marché, mais plutôt petit jet. Et donc, vous imaginez bien que le gros avantage, c'est que c'est une turbine, une seule turbine, donc une monoturbine, et que donc la consommation est très inférieure à celle des petits jets. Donc c'est déjà un avion qui est dans la catégorie de ce que j'appellerais des avions responsables. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que ça suffit, mais on va continuer à améliorer l'efficience de ces avions pour diminuer son empreinte carbone. Et on va utiliser déjà le point de départ qui est déjà plutôt bien pour continuer à s'améliorer. Donc on est quand même avec un avion qui correspond quand même aux exigences environnementales du moment. Le plafond de cet avion? On a un plafond de certification pour le TBM 960 à 31 000 pieds, donc le niveau 310. 10 000 mètres quoi. Et donc, il est compatible avec les SAF? Ah, parfaitement. Et d'ailleurs, à l'instant où on parle, dans ces réservoirs ici, vous avez du SAF. Nous avons aujourd'hui tous nos avions qui partent de Tarbes, qui utilisent du SAF. Et c'est notre engagement en tant que société, d'AER, d'être pleinement un acteur du changement sur ces critères environnementaux qui bien sûr concernent le CO2, mais également, puisqu'on n'en a pas encore parlé, le bruit. Donc c'est important que nous soyons aussi respectueux de l'environnement par des signatures sonores. Et c'est pour ça que nous avons aussi annoncé la 5 pales sur le Kodiak 100 pour diminuer de 6 dB, c'est-à-dire un chiffre assez considérable, la signature sonore du Kodiak 100. Et du coup, le Kodiak 100, le Kodiak 900 et le TBM 960 sont avec des signatures sonores similaires, c'est-à-dire avec entre 76 dB et 78 dB, nous sommes dans des signatures extrêmement basses et les meilleures de la catégorie. Combien de temps il faut Nicolas pour être aux commandes de cette machine? La QT elle est longue, non? Alors Jérôme, nous n'avons pas de QT sur le 960, c'est une qualification de classe, c'est-à-dire qui a une durée de 2 ans. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons un programme de training qui va prendre nos pilotes à leur stade. C'est-à-dire que si on est un jeune pilote avec 500 heures de vol, on va être accompagné pendant au moins une bonne vingtaine d'heures de vol. D'accord. Si on commence à avoir un peu plus d'expérience, et notamment d'expérience turbopropre, on va là par contre diminuer cet accompagnement à une dizaine d'heures. Et si on est un pilote parfaitement expérimenté et capable de faire juste une conversion, dans ces cas-là, la conversion suffit. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne soit pas obligé d'accompagner nos clients plus longtemps. Et nous, c'est important de s'assurer que la sécurité, nos clients veulent voler eux-mêmes. Et il est important qu'on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient capables d'être en toute sécurité dans l'avion. L'accompagnement, il se fait où? Alors, en Europe, il se fait avec Simaero. Avec Simaero, d'accord. Et aux États-Unis, il se fait avec Simcom à Orlando et à Scottsdale dans l'Arizona. Bon. Alors pendant que Jérôme fait une cascade pour descendre de cet avion, alors on a une question de Viking 1969. Y a-t-il un nouveau TBM en préparation, TBM 9XXX? Alors moi, par expérience, je sais que même s'il y en a un, Nicolas ne le dira pas, parce que celui-là, ils l'ont préparé pendant 3 ou 4 ans dans le plus grand secret. Donc je pose quand même la question, y a-t-il un TBM 9XX? Je crois que tu as donné la réponse. Malheureusement, je ne dirai rien. Alors j'explique pourquoi, parce que c'est important pour nos téléspectateurs, nos viewers.
Ah, c'est super, t'as pas envie. C'est ton fils qui va être content là. Je sais pas, non mais je pense que c'est important que vous compreniez pourquoi. Je disais hier en conférence de presse, on ne peut pas faire voler ou on ne vole pas sur des PowerPoint, sur des présentations PowerPoint. On vole avec un avion qui est une réalité. Nous avons un gros défi technique à chaque fois que nous avons une idée et nous ne savons pas quel temps ça va prendre pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Donc il n'est pas raisonnable d'en parler à l'avance parce qu'en fait, même si on en parle à l'avance, on ne sait pas ce que l'on va faire au final. Donc pour nous, c'est fondamental de vous parler quand on est prêt, mais surtout d'avoir la fierté de vous présenter un produit qui est finalisé, qui est disponible à la vente, que les premiers clients puissent prendre livraison, parce que ça c'est sérieux. Et je vous assure qu'en presque 30 ans d'expérience, j'ai tellement vu de boîtes qui présentaient des projets superbes. Et Gilles, tu te souviens, on avait un grand débat tous les deux entre les petits jets et le TBM, et aujourd'hui, qui aurait parié que nous ayons passé plus de 1000 avions sur ce programme TBM? Pas grand monde. Par contre, la détermination que nous avons avec nos équipes pour faire un avion qui est évolutif et qui avance dans le temps, qui va faire un concentré de technologie, c'est une discipline que nous avons, donc on ne parle pas de ce qu'on prépare. C'est exactement la même philosophie que toutes les startups qui développent actuellement des eVTOL. Exactement, il vaut mieux pas trop en parler, il faut faire le boulot et puis après on sera beaucoup plus capable d'en parler en détail. Alors, qui sont les propriétaires de pilotes de TBM? Alors les propriétaires pilotes, c'est déjà la réponse dans la question, mon cher Gilles, ce sont des individus qui ont plutôt un comportement ou des entreprises, sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui finalement les dessinateurs du monde nouveau. C'est eux qui sont en train de faire des nouvelles innovations avec des nouvelles technologies. Donc ce sont vraiment des gens qui ont un esprit libre et qui veulent aussi avoir leur liberté de mouvement. Donc le TBM fait partie de ces critères, c'est pouvoir lier leurs exigences professionnelles qui se fixent avec leur capacité à réaliser ce qu'ils sont en train de prévoir. Donc ce sont des pilotes propriétaires. Donc c'est des gens qui sont décideurs, pilotes et eux-mêmes exploitants de l'avion. Et donc du coup, pour nous, c'est très important de les accompagner. Et donc on a développé une application MeMITBM. Et donc tu vois, aujourd'hui, Daher est aussi un fabricant de logiciels. C'est-à-dire que nous fabriquons des avions, mais la bonne nouvelle, c'est que nous fabriquons aussi des logiciels, puisque il y a 4 ans et demi ici à Friedrichshafen, j'avais lancé la première version de MeMITBM et nous sommes aujourd'hui à la version 6. Et je crois que un dessinateur de logiciels, c'est quelqu'un qui sait faire au moins une mise à jour minimum par an, ce que nous avons pu faire dans cette application MeMITBM. Alors maintenant, on va peut-être faire un zoom sur cette application parce que d'autant que pour nous présenter cette application, eh bien... Bonjour tout le monde. Bonjour Roman. Alors, je vois que tu as un badge Daher. Oui, enchantée. En effet, je suis chez Daher donc depuis quelques mois maintenant au support client. Et je m'occupe de toute la partie digitale du support client. Donc ça va des analyses des données de vol jusqu'à l'application MeMITBM qui est une application post-flight pour les clients qui leur permet d'avoir un retour sur leur vol, sur toutes les données avion, que ce soit côté moteur, côté données de vol. Voilà, donc c'est très complet et ça permet d'avoir une bonne analyse de son vol. T'as prévu de nous montrer, non? Alors, tu vois, là, moi je crois que vous êtes en très bonne main et c'est surtout la jeunesse qui prend le relais, hein, parce que je commence à être un stagiaire un peu vieux. Donc je vais vous laisser avec Roman pour vous présenter MeMITBM et merci à vous tous de nous avoir suivis sur TBM 960 et Kodiak. Et comment dire, stay tuned. Merci parce que ça a été vraiment un grand moment. Merci. Alors, je vais vous... On va se poser, c'est peut-être plus simple. On va tous se mettre là, voilà. Alors, voilà. Tu peux aller devant. Ah oui, alors je vais vous emmener... Devant l'écran. Alors, donc ça, c'est ce qu'on voit sur la tablette. Alors, voilà. Alors, d'accord. Tiens bien prêt.
Donc je vais vous faire une présentation de l'application Me and My TBM, qui est donc l'application à laquelle les clients ont accès après chaque vol. Aujourd'hui sur le salon, on a décidé de mettre ce touchscreen pour présenter l'application. C'est un avion de démo. C'est tactile là. C'est tactile. Et donc le client, quand il ouvre son application, il va avoir accès d'abord à ses données principales après son dernier vol. Donc on va avoir le niveau d'huile, le niveau d'essence, la pression d'oxygène, le voltage de la batterie. Puis ce qui va nous intéresser... Alors, je t'interromps 2 secondes, oui. Juste pour bien comprendre et pour tous ceux qui nous regardent. Oui. Redis-nous toi qui tu es exactement. Je travaille pour Daher et à côté je suis passionnée d'aviation légère, donc j'ai fait mon PPL à l'Aéroclub de Chartres et maintenant j'ai déménagé après mes études donc à Tarbes pour bosser chez Daher. J'ai également mon ATPL théorique, mon CPL. Et donc j'aimerais bien passer mon vol aux instruments dans l'année pour continuer à voler. Tu es pilote de ligne Non, ça serait pas spécialement l'objectif. Je ne sais pas encore en fait. À vrai dire, ce poste chez Daher qu'est-ce que tu fais chez Daher et chez Daher, je suis au support client. Voilà. Et en arrivant, mais je savais pas que ça allait autant me plaire en fait, ce côté relationnel avec aussi des pilotes privés qui, au bout de un peu la fin de leur carrière ou en fin de carrière, ont l'occasion de s'acheter la machine qui les a fait rêver. Alors je vais rêver 2 minutes. Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'un TBM. Oui. Et alors comment ça va se passer? J'ai mon avion et j'ai une appli, c'est ça? C'est ça, vous avez votre avion. Sur une tablette? Et c'est aussi sur une tablette, on peut l'avoir sur tablette, sur téléphone, c'est disponible sur les App Store et sur Google Play. Après mon vol, à peu près 20 minutes, le temps qu'on reçoive la donnée. J'ai tout touché. Non, eh bien on a accès, on ouvre son appli, donc on a chacun un compte. Et là on a donc tous nos derniers vols qui s'affichent. Et on a également le score global VS, le score de la flotte TBM. On ira plus en détail dans le score plus tard. On peut rentrer par exemple dans un vol, allons sur le vol du 5 mars par exemple. Comme Strava pour le sport? Voilà, mais c'est du homemade Daher. Voilà. Et donc tout orienté pour le client. Ça a été construit avec leur avis. Pour les clients. Voilà, c'est ça. C'est l'idée vraiment de se focaliser sur la sécurité en vol, donc comment utiliser la donnée pour rendre le pilotage du client plus sécure, plus safe comme on dit. Et en même temps pour que l'application soit un peu fun. Donc là on a un vol qui a duré 2h45. Avec un temps de vol manuel d'1h56. Donc ce client s'est dit mais j'avais envie quand même de faire du training, donc j'ai beaucoup volé avec l'autopilote off. Donc pilot score 70%. Voilà. Ça correspond à quoi? Alors on y viendra plus tard. Le pilot score c'est scoré sur l'approche. Oui. Donc on a la possibilité de taguer le type de vol. Donc typiquement un vol d'entraînement ne sera pas compté dans le score global qu'on a sur la première page. Et sinon un vol personnel, business, faisons personnel et on va remarquer. Personnel, c'est un vol privé, c'est ça? Oui, vol privé. C'est vraiment l'idée que le client puisse s'organiser lui-même. Il a son appli, il l'ouvre, il sait tiens là j'ai fait un vol personnel ou un vol business ou un vol de training. Et donc ça a changé. Entre ici c'était écrit training flight et maintenant c'est écrit donc le score, donc ça veut dire que le score est pris en compte dans ce score ici. Très bien. On va retourner dans le vol, je vais vous montrer. Écrit à ta volée. Alors c'est l'appli de démo, à 100% bien sûr. Alors voilà, on a avec l'appli beaucoup de données qu'on récupère via la boîte qui s'appelle Fastbox. Des questions sur le chat? N'hésitez pas. Hein. Voilà. Non, là pour l'instant ça va. Et donc voilà, on retrouve les données principales du vol. On a le détail de chaque phase de vol. Donc start, take-off, cruise. Oui, là c'est comme Flight Radar. Là. Voilà. On rejoue le vol. Voilà, on détaille chaque phase de vol et la phase la plus importante, on va dire que c'est la phase d'approche. Là, typiquement, on est sur un vol d'entraînement. Donc, c'est un client qui a fait plusieurs approches, plusieurs atterrissages. On va avoir la possibilité de sélectionner l'approche voulue et de regarder ses scores en conséquence.
On a tout, hein, le train, les volets, la vitesse, le torque, le taux de descente et le pitch à l'atterrissage. C'est incroyable. Et alors, elle sert à quoi cette appli en résumé? En résumé, elle sert à donner un aspect, un feedback au client sur son vol pour qu'il s'améliore. En fait, ça a vraiment un aspect fun and safe. Be fun and safe and use the app, parce que on a aujourd'hui, voilà, c'est vraiment l'idée de l'appli, c'est qu'aujourd'hui on a des clients, voilà, une clientèle qui est en moyenne d'âge un peu plus âgée que nous en aéroclub et c'est-à-dire on va avoir une moyenne d'âge, je pense, autour de la soixantaine, un peu plus. Ça va. Mais Twitch, c'est pour les jeunes. Et donc on a mis ça en place afin qu'ils aient vraiment un retour sur leur vol. Et alors, est-ce qu'ils ont adopté cette appli? Et oui, on a réussi. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 utilisateurs actifs de l'appli, ce qui est déjà beaucoup en fait, parce qu'on a lancé l'appli en 2018. L'idée, c'est de continuer d'améliorer l'appli, de faire une version par an, voire plus si possible, pour écouter le client. Et 2018, elle est... Alors là, la nouvelle version est la première. Il y a des mises à jour. Voilà. Donc Et donc ça sert à optimiser, à améliorer le pilotage. Oui. L'idée à ça. Oui. Ça sert aussi à débriefer aussi. à débriefer. Donc là, on est toujours dans la logique de performance du pilotage. Mais est-ce que ça sert aussi dans l'optimisation de l'utilisation de la machine? Alors, l'optimisation de l'utilisation, pas seulement dans le sens où le client va utiliser son avion autant qu'il le souhaite. Pour l'instant, la partie maintenance et gestion de la maintenance n'est pas intégrée dans l'appli. Par contre, c'est très utile parce qu'on va avoir des données de moteur, notamment les températures, par exemple, les températures ITT. Donc toutes ces données moteurs vont être utiles pour connaître la santé du moteur et savoir s'il y a un problème. On a une question là. Ça apporte aussi des datas pour la maintenance, nous demande Alfred. Tu confirmes? Alors la maintenance nous demande les données justement et ont accès à l'application dès qu'ils ont besoin, dès qu'ils font face à une problématique, ils peuvent utiliser les données, en effet. C'est vraiment la santé de l'avion pour son propriétaire. Voilà, en fait, c'est ça. C'est pour le rassurer en fait aussi. Le D'accord. rassurer parce que parfois le TPM peut paraître comme une machine un peu complexe aussi. Et donc c'est vraiment l'idée de rassurer le client, de lui faire plaisir aussi en lui montrant que s'il pilote bien, il peut avoir un bon score. Alors bien sûr, les critères vont plus ou moins plaire au client parce que... Justement, il y a 0K qui... Oui, justement, au niveau des scores, il y a 0K, tu peux tenir, voilà, qui demande, alors on perd combien de points si on ne sort pas le train d'atterrissage? Alors là, on perd l'avion, c'est pas on perd combien de points, on perd l'avion. Non, bien sûr, aujourd'hui, par exemple, on a des critères qui sont plus ou moins importants pour nous. Chaque critère a un pourcentage, un poids dans le score global. Le train d'atterrissage, on part du principe qu'il sera sorti parce qu'il y a toutes les alarmes, tout le système qui va dire au pilote sors ton train. Par contre, ce qu'on veut éviter aujourd'hui, ça va être les prop strikes. Et donc, on a décidé de miser beaucoup sur l'attitude au niveau du toucher. Donc, l'attitude au niveau du toucher va compter pour 40% du score global, par exemple. C'est pas trop complexe quand même. Une question du chat. Est-ce que cette appli pourrait engendrer une appli pour les Kodiak? Bonne question. Oui. Notre ami Alfred. Eh bien, oui, c'est dans les plans, c'est prévu. Alors, c'est en plus très intéressant parce que la clientèle Kodiak est différente de TBM. Donc, on va essayer d'axer l'application sur d'autres points forts que, par exemple, l'approche qui est une phase critique en TBM. Voilà, je peux vous montrer également d'autres fonctionnalités de l'appli, mais voilà. C'est déjà super. Qu'est-ce qui t'a amené à l'aviation, Roman? Alors, moi, ce qui m'a amené à l'aviation, c'est mon rêve d'enfant. Mon rêve d'enfant qui au début était d'être astronaute, voilà. Tu voulais être astronaute? Et puis moi je viens d'une famille musicienne, donc rien à voir. Et donc à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de passer mon BIA au lycée en fait. Et PPL,
à quel âge PPL à 18 ans. 18 ans 18 D'accord. ans, voilà, Très et bien. avant le permis voiture, voilà, les anecdotes. Et puis après, voilà, école d'ingénieur. Au début, c'était le plan B avant le plan A. Et puis finalement, les opportunités font que on ne sait pas comment, ce qui nous mène dans l'aviation, et c'est l'aventure tous les jours. Et frapper chez la porte de Daher J'avais pour objectif de devenir autonome après mes Ouais. études, dans un premier temps, avant de continuer ma formation de pilote et de me financer. Et en fait, en regardant les offres de job sur le site de Daher, j'ai trouvé cette offre support client. Moi, j'aime le relationnel, donc voilà. C'est comme ça que je suis entrée chez Daher. Vas-y, Gilles. Oui, alors Pardon, Ah oui, je vais reprendre le micro. Bon, c'est plus clair comme ça. Donc, est-ce que tu as déjà fait un convoyage ou c'est prévu? Alors là, c'est une question qui me plaît bien et qui me fait un peu rêver aussi. Il faut que je demande. Non. Peut-être prévu un jour, j'espère. Ça va venir, Voilà. oui. Bah, il va y avoir une place à prendre parce que je sais qu'il y a une convoyeuse dont on a parlé tout à l'heure qui risque de prendre sa retraite. Ah ben oui, Margrethe, on est un peu tous fans de Margrethe. J'ai eu la chance de la rencontrer à Tarbes, bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut quand même que je continue mes qualifications de pilote et que j'aille au moins jusqu'au vol d'instruments, puis des classes rating sur le TBM, et voilà. Tiens, Bon. Roman, comme tu as le micro, si tu passais journaliste, là, tu peux pas Ah. nous interviewer? T'as pas une question à nous poser? Alors, si Comme je... On commence par Gilles. Mais Gilles, je te poserai la question, est-ce que tu as envie un jour, par exemple, d'être propriétaire de TBM? Est-ce que c'est un avion qui te fait rêver? Alors, bonne question. c'est une très très bonne question. C'est effectivement un avion qui me fait rêver. J'ai eu la chance de voyager à bord du TBM, donc j'ai vu quel service il pouvait rendre. En revanche, comme me l'a dit tout à l'heure Nicolas, un avion à 5 millions, c'est pas pour moi. Ça va rester un rêve. Et puis en tant que journaliste, je pense qu'un jour je ferai aussi un convoyage parce que chez Daher et en particulier Philippe de Ségovia m'a souvent proposé d'en faire. Donc un jour je ferai un convoyage. Ouais. Voilà. Super. Merci Roman Avec plaisir. Eh bien, d'avoir participé. c'était ton premier salon ici à Aéro? Alors, c'était mon premier salon Friedrichshafen avec Daher. J'étais venue en 2019 par mes propres moyens. Et sinon, j'ai fait Sun and Fun aussi avec Daher il y a 3 semaines. Donc voilà, magique. Magique. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.